faire ces nouvelles technologies, parfois il faut maîtriser quand même un petit peu l'anglais. Do you speak English, Vanessa? Allez, a little. La Belgique et Bruxelles, justement, elles sont situées dans le top 10 du classement mondial des meilleurs anglophones non natifs. Ça veut donc dire que nous parlons a priori très bien anglais. Cette étude a été réalisée par Education First, donc un programme d'immersion culturelle par le biais de séjours linguistiques dans 100 pays différents. Et on en parle avec notre invité Arthur Bolland. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu chez nous. Alors comment vous avez procédé pour arriver à cette conclusion que finalement les Bruxellois sont plutôt des bons élèves en anglais ? Alors tout ça a été fait via un test qui s'appelle l'EF7. Donc c'est un test de langue en fait qui a été créé par EF et qui se base en fait sur l'échelle européenne des niveaux de langue. Ça a été passé par 2 100 000 personnes dans le monde, de tout âge, de tout profil. Plus de 110 pays, c'est ça ? Exactement, plus de 110 pays. Et la conclusion en est venue, donc c'est sur évidemment les pays non anglophones, que la Belgique est arrivée 6e du classement. Et qu'un résultat, en fait, donc c'est un index de 800 points. Et la Belgique est arrivée à 620 points. Et ce qui est intéressant, c'est que Bruxelles a exactement le même score que la Belgique en général. Donc en fait, Bruxelles est la ville, en tout cas en dehors de la Flandre, qui parle le mieux anglais. Évidemment, on est battu par les néerlandophones à ce niveau-là. Et donc Bruxelles s'en sort très très bien. Ça s'explique comment ? Parce que c'est cosmopolite et qu'on a les institutions européennes, j'imagine, au centre-ville, ce genre de choses. Et ce qui explique aussi en raison, c'est que, pour vous donner vraiment un ordre d'idée précis, les 18-20 ans ont baissé en termes de niveau d'anglais, donc ça ne nous a pas aidé pour la Belgique. Mais par contre, les 25-30 ans ont énormément augmenté. On se rend compte, et c'est d'où Bruxelles est peut-être une des villes les plus importantes à ce niveau-là, c'est que Bruxelles, c'est beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes professionnels qui ont besoin d'apprendre l'anglais. Et c'est un peu l'effet post-Covid que les 18 ans ont baissé, mais que les 25 ans ont augmenté. C'est qu'il y a des besoins de changer de carrière, évoluer, prendre l'air. Et on sent que l'anglais est vraiment nécessaire aujourd'hui. Et on le voit aussi, EF en tant que séjour linguistique, au niveau de la demande, à Bruxelles, ça augmente énormément. Et ça se reflète à tous les niveaux. Donc c'est très intéressant. Tous ces jeunes aussi de la Commission européenne, j'imagine, on sait qu'il y en a beaucoup sur Bruxelles qui proviennent des 27 pays et qui ne parlent pas forcément l'anglais au départ, mais qui viennent le pratiquer ici. Qui est premier ? Champion de toute catégorie ? Quel pays ? Champion de toute catégorie, les Pays-Bas sont premiers. Et ce qui est assez drôle, c'est que si on prenait les néerlandophones à Bruxelles, vraiment à part du classement, les néerlandophones bruxellois seraient premiers mondiaux en termes de niveau d'anglais. Donc nous, les francophones, on ralentit pas mal. Oui, c'est ça. En fait, les francophones continuent à être mauvais en langue. On l'explique notamment toujours par le système d'apprentissage, vous pensez ? Ou c'est plus... parce que maintenant, on regarde quand même plus les films ou le streaming, Netflix, en VO et donc en anglais que quand Fanny et moi, nous étions enfants ou adolescents. On n'avait que la télé francophone, on va dire. Ouais, je pense que l'anglais devient nécessaire pour tout le monde, de plus en plus, que ce soit pour les néerlandophones et les francophones. Je pense qu'il joue aussi, c'est que nous, en tant que francophones, on a plus d'accès facile à tout ce qui est films, séries, etc., qui sont nécessairement traduits en français, ce qui n'est pas le cas pour... C'est doublé, quoi. C'est doublé, exactement. C'est moche, d'ailleurs. Donc c'est vrai que nos amis néerlandophones sont beaucoup plus imprégnés de la culture aussi anglophone, via les séries, les films, la musique, etc. Et c'est vrai que je pense au niveau assiduité en cours, on n'est pas les meilleurs élèves. Néanmoins, en Wallonie, il y a quand même quelques villes qui sortent un peu du lot, comme Liège. Exactement. Liège, pourquoi Liège ? On se pose la question. On se pose la question, mais on voit les deux grandes villes qui ressortent, c'est Liège et Namur, et ça s'explique, ce sont des villes universitaires. Universitaires, oui. Exactement, et on s'en rend compte dans tous les cas, dans ce classement, c'est que les villes universitaires sont quand même bien au-dessus du reste. Et donc ça s'explique par ça. Il faut aussi savoir que ce test, il est sur base volontaire, évidemment. C'est important de le souligner. Et c'est vrai que les universitaires, en général, ont beaucoup d'intérêt à tester leur niveau d'anglais. Donc évidemment, le test a été fait sur base pour que tout soit égal pour tous les pays. Mais en effet, les villes universitaires sont quand même au-dessus. Est-ce que vous avez remarqué justement une corrélation entre le niveau de ces jeunes ou moins jeunes, niveau social, et l'apprentissage de l'anglais ou la connaissance de l'anglais ou la pratique de l'anglais ? Non, on n'a pas vraiment fait de corrélation. Par contre, là, on le voit, c'est que les pays qui sont en bas du classement, donc dont vraiment des niveaux très faibles d'anglais, sont des pays où l'éducation est beaucoup moins accessible. Donc on a la chance d'être dans un pays où tout le monde a accès aux études universitaires, que ce soit à l'université, en haute école ou quoi que ce soit. C'est un système qui fonctionne très très bien, et on le voit que les pays qui sont
plus bas dans le classement sont les pays où les études coûtent très cher. Ce sont lesquels, par exemple ? C'est beaucoup des pays du Moyen-Orient, d'Afrique. Ah oui. Ouais, exactement. On voit le top 6 sont des pays européens, quoi. Hein, donc, les 6 sont en Europe. Donc on a parlé des Pays-Bas. Qui était deuxième ? Je l'avais noté peut-être. Singapour est deuxième, non ? Ah oui, pardon, oui. Ça, c'est pas européen. En effet, ma géographie est bonne, mais quand même. Non, mais tout à fait, en dehors de Singapour. Singapour, oui, c'est vraiment un exemple un peu sur le côté, parce que ça reste une destination quand même où l'anglais est extrêmement parlé au quotidien par les habitants et par les gens qui y vivent. Donc en enlevant Singapour, oui, c'est très européen. Il y a les Suédois, par exemple, sont excellents en anglais. Les Néerlandais, oui, tout à fait. La Belgique s'en sort très très bien. Mais on le voit, c'est des pays en tout cas où l'éducation est très accessible. Ouais, donc la Belgique est 6e. Est-ce qu'il existe une différence ? Est-ce que vous l'avez faite ? Est-ce que vous l'avez demandé ? Est-ce que c'est genré cette étude ? Est-ce qu'il existe une différence entre les hommes et les femmes par rapport à la pratique de l'anglais ? Alors, au niveau des résultats mondiaux, le test a été passé par 55% d'hommes et du coup 45% de femmes. Et les hommes s'en sortent un petit peu mieux que les femmes. C'est pas grand chose. Hein. Donc pour vous donner l'échelle, donc c'est un score de 800 en fait. Les hommes s'en tirent en moyenne à 570 plus ou moins, là où les femmes sont à 540 sur 800. Mais quel genre de questions sont posées, ou est-ce qu'on demande de pratiquer, de parler ? Enfin, ça consiste en quoi ce test pour qu'on comprenne un petit peu comment on y arrive finalement à sortir ces chiffres ? Ce qui est super intéressant, c'est essayer de le faire, parce qu'au plus on a de personnes qui le font, au plus les résultats seront intéressants. Donc tout le monde peut le passer, c'est gratuit, ça dure 50 minutes, c'est faisable via ef7.org. Donc il faut juste mettre ses informations, sa nationalité, son genre, sa date de naissance pour que l'enquête soit la plus précise possible. Et donc c'est un test de 50 minutes qui est réparti en 3 phases différentes. Il y a une partie compréhension de texte, compréhension de situation, du vocabulaire et de l'audition. Donc il n'y a pas d'expression orale, c'est vraiment un test en ligne en fait, et donc sur 3 parties différentes. Et c'est un test qui est évolutif, ça veut dire que beaucoup de personnes nous disent que le test est impossible à faire. Évidemment, les questions évoluent en fonction des réponses qui sont données pour justement connaître le niveau précis. Donc c'est normal de ne pas arriver à faire le test, hein, sauf si on est anglophone évidemment. Mais donc c'est un test qui évolue en fonction pour connaître le niveau précis, donc de A1 jusqu'à C2. C'est ça, mais donc vous avez pu aussi faire cette différence et voir sur Bruxelles ou en Belgique en général, on se situe, on parle bien anglais, mais on parle très bien anglais, on est plutôt bien situé dans l'échelle, ou bien on a un niveau moyen ? Non, on est bien situé. On est dans les niveaux très bons en fait. Ah oui, d'accord. Donc non, pour vous dire, donc ça va de A1 à C2. Donc pour ceux qui connaissent, on par A1, B1, C1. Donc c'est 3 sous-niveaux de langue. Bruxelles sur le résultat F7 s'en sort à C1. Donc c'est avant C2, c'est le niveau parfait bilingue quoi. Donc c'est un très très bon niveau pour Bruxelles. Mais l'année passée, pour donner un exemple, on était B2, donc dans les niveaux intermédiaires. Et c'est la première fois en 8 ans que Bruxelles a baissé de niveau. Et donc là, on est revenu au niveau d'avant. Et on a une idée de pourquoi on est revenu à ce niveau ? Effet post-Covid, je pense, clairement. On le voit, là où ça parle énormément, en fait, c'est sur les 18-20 ans. On voit qu'ils ont suivi énormément de cours en ligne, et clairement, quand on a 2 à 4 heures d'anglais par semaine, on est obligé de passer par du vocabulaire, des TP à apprendre par cœur, ce qui en ligne est infaisable. C'est fastidieux, Exactement. Et on le voit, nous, dans nos séjours qu'on propose, on voit en fait que ces 18-20 ans, ils ont un besoin de partir en immersion, parce que l'immersion, c'est ce qu'il y a de mieux pour apprendre une langue, et ça se reflète vraiment sur le reste. Mais je pense que c'est l'effet post-Covid, c'est le fait que tout le monde est resté à la maison, n'a pas pratiqué, il y avait plus beaucoup de rations, mais donc il y a une petite baisse. Et puis peut-être quand on est adolescent, comme vous l'avez dit, on n'est pas forcément non plus hyper assidu en cours, et que c'est après, quand on grandit, qu'on s'aperçoit aussi de l'importance de pratiquer et de parler l'anglais pour sa future carrière aussi, qui peut peut-être être déterminant pour se mettre dedans. Quand vous avez, vous, ces chiffres, ce niveau d'anglais, à quoi ça vous sert, vous, d'abord, en tant qu'organisme ? Et puis, est-ce que c'est une bonne carte de visite aussi pour la capitale, d'un point de vue économique ? Ça peut avoir des retombées ? Oui, je pense, tout à fait. Nous, à quoi ça nous sert ? C'est vraiment avoir une vision de où on en est un petit peu au niveau de l'apprentissage de l'anglais. Est-ce que l'anglais commence à dépasser certaines langues ? On le voit, hein, on a un bureau à EF à Anvers. On voit que la demande pour l'anglais diminue de plus en plus. Et typiquement, la demande numéro 1, évidemment, c'est le français. Hein, où on a des écoles en France pour apprendre le français. Mais surtout, on voit qu'il y a des nouvelles langues pour les néerlandophones. Ou par exemple, le coréen avec Séoul qui est très très demandé. Je crois que c'est K-pop. Exactement. Mais l'anglais diminue de plus en plus
en Flandre. Donc nous, c'est un index aussi pour savoir où en est l'anglais un petit peu partout dans le monde. Et puis c'est intéressant aussi, je crois, pour l'éducation, de savoir où se situe un pays par rapport à d'autres. Mais clairement, je pense que ça peut avoir de très bonnes retombées. C'est aussi, on le dit, les jeunes professionnels, les 25-30 ans, c'est eux qui parlent le mieux anglais. Je pense qu'il y a une volonté de vraiment être à l'international, que ce soit pour nos entreprises belges qui veulent vraiment s'exporter à l'international, et pour ces jeunes aussi qui ont des rêves de partir vivre une expérience professionnelle ailleurs. Et la Belgique est en très très bonne voie pour ça, quoi. Voilà, c'était très intéressant de se rendre compte, en effet, parce que vous êtes, on va le rappeler, une entreprise qui permet de proposer un programme d'immersion pour les jeunes et les moins jeunes. J'imagine que c'est accessible à tout le monde. C'est pour les jeunes à partir de 12 ans dans les stages de groupe pendant l'été, par exemple. Il n'y a pas de limite d'âge, donc on a des programmes de 2 semaines à 1 an. Pour parfaire son anglais ou d'autres langues. On a 10 langues différentes. Oui, c'est ça, j'allais dire. Et quelles sont les autres langues qui ont plutôt la faveur des jeunes Belges? Les jeunes Belges, là, c'est pas bon pour la langue, mais on a énormément de demandes pour le japonais et le coréen, mais je crois que c'est plus culturel. Là, par contre, on a beaucoup de demandes. En tout cas, pour les jeunes Belges, c'est l'anglais en priorité, le français, comme je disais, pour les néerlandophones, et on a beaucoup de demandes pour l'espagnol, l'italien. Et pas le néerlandais? Le néerlandais, de moins en moins. De moins en moins, ouais. C'est assez étrange, mais on propose le néerlandais, mais c'est vrai que c'est moins populaire. Là, aujourd'hui, l'anglais est vraiment la langue la plus demandée, quoi. Eh bien, merci. En tout cas, je rappelle que vous faites partie donc de ce EF Education First, ce programme d'immersion culturelle, par le biais de séjours linguistiques ou autres apprentissages dans 100 pays différents. Vous êtes On est présent dans 100 pays différents et on a 50 destinations au total. Merci beaucoup, Arthur Bolland. Merci à vous.